Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Kevin. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau SNC, nouvelle année mais même rendez-vous hebdomadaire avec nous. Alors au nom de toute l'équipe du Saint-Étienne Night Club, je tenais à vous souhaiter j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et j'espère que vous avez pu profiter de vos proches comme il se doit. Il a fallu recharger les batteries après l'année 2022 qu'on a passée avec la Saint-Étienne, mais au moins elle est passée. J'en profite aussi pour vous remercier d'avoir été aussi nombreux malgré la trêve du mondial et les fêtes de fin d'année sur la dernière émission de reprise avec mon ami Keun qui a fait des très bons scores en live, en rediff, sur YouTube, etc. et en podcast. Donc au nom de l'équipe du SNC, merci infiniment d'avoir été au rendez-vous pour la reprise. Début d'année 2023, comme je l'ai dit, on en a fini avec 2022, l'année tragique pour la Saint-Étienne, et on espère que les Verts ont pris des bonnes résolutions. On a vu une petite éclaircie en cette fin d'année avec le match contre Caen, mais en tout cas, des personnes qui ont pris une très bonne résolution, je le sais, en tout cas d'être toujours aussi pertinents de par leurs analyses, c'est Green Prospect, et on a la chance d'avoir Sylvain avec nous ce soir. Comment ça va, Sylvain ? Ça va bien, je vous souhaite à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en espérant que ce soit une année un peu plus brillante sur le plan sportif et sur le plan administratif pour notre très cher AS Saint-Étienne. Écoute, je serais tenté de te dire, comme j'ai dit l'année dernière, qu'on ne pourra pas faire pire, mais la Saint-Étienne m'a prouvé qu'on peut toujours faire pire, donc je m'abstiendrai de faire de tels pronostics. On a aussi la chance, vous savez, ils sont souvent tous les deux quand ils sont en émission avec moi, c'est Pierrot de Saint-Étienne. Comment ça va, Pierre ? T'as bien profité des fêtes ? Ça va, oui, j'ai bien profité. Bonjour à tous. Je souhaite à tous les auditeurs une bonne année 2023, aussi bien sur le plan footballistique que le reste, et bien évidemment la santé. Santé, ça c'est clair qu'il en faudra, d'un point de vue cardiaque surtout, avec les matchs de synthé, notamment quand il s'agit d'égaliser à la dernière seconde. Mais il y en a un, vous le connaissez, il n'était pas là la semaine dernière, parce que vous savez, il est très demandé, surtout en cette période de fête. On espère qu'il a laissé son chat noir avec le sapin de Noël pour le bien du club. Comment ça va, Karl ? Bonsoir Kevin, bonsoir tout le monde. Meilleurs vœux à tous et la santé pour Briançon. Qu'est-ce que je voulais dire ? Écoutez, déjà la bonne nouvelle, c'est que je retourne pas au stade d'ici fin janvier, donc on peut espérer le retour de Saint-Étienne sur le devant de la scène, enfin, si on peut le dire comme ça. Déjà, sur le devant de la zone de relégation, ça sera déjà un bon point. Devant de la scène, on verra. On aura aussi Clément qui viendra pour la fin d'émission vers 20h40, 20h45 pour un point mercato. Il y a des grosses infos qui tombent. On sait que la Saint-Étienne s'active en ce début de mercato pour redresser la barre. Et il vous donnera toutes les infos Saint-Étienne Inside et Peuple Vert en exclu. Donc restez bien jusqu'à la fin. Ça va être prometteur. On a eu un match ce week-end et on va tout de suite en parler avec le débrief. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Messieurs, un match qui aurait pu être catastrophique jusqu'à la 90e minute et qui finalement a été sauvé des eaux par on le disait un peu en off avant l'émission, un but teinté d'envie et de raccro comme on en connaît si bien en Ligue 2. C'est, on le voit à l'écran, un match qui laisse un petit goût de regret et d'espoir en même temps, Sylvain. Ouais, alors après il y a l'aspect résultat qui prime toujours sur tout ce qu'on peut analyser globalement, mais je dirais pas que le match a été catastrophique. Au contraire, j'ai trouvé qu'on avait vu certaines choses dans ce match-là, notamment en termes de vertu, de valeur et d'état d'esprit qui se perdait ces derniers temps. Donc moi, si on enlève finalement ce premier quart d'heure difficile où on a eu du mal, je trouve que globalement, dans le hurrah football qu'on a produit, très décousu et très, très peu organisé, on a eu beaucoup de volonté, d'abnégation, et c'est quelque chose que j'aimerais retenir quand même, parce qu'il n'y a pas grand-chose de positif depuis plusieurs mois, mais ça, c'est quelque chose qui m'a plu en tout cas. Ouais, donc toi, tu es plutôt
du côté espoir de la pièce. Pierre, toi, t'es dans le même cas de figure sur ce match? C'est ton ressentiment premier qui domine? Alors effectivement, la production pour moi n'a pas été mauvaise, même s'il y a encore plusieurs manques. Euh, Après, espoir oui et non, parce qu'on faut pas oublier qu'on est largué au classement et on a pris seulement un point. Et dans la situation dans laquelle on est, malheureusement, on peut pas se permettre de remonter en grappillant un point à gauche à droite. Donc Surtout à domicile, ouais. voilà, surtout à domicile. Donc voilà, moi malgré cette égalisation tardive et ça donne un peu de joie, on va dire ça comme ça, pour moi on reste quand même loin du compte. Ouais, on en reparlera un petit peu plus tard, hein, le temps que le sondage se fasse dans le chat, savoir si c'est vraiment 2 points de perdu, 1 point de gagné, hein, c'est toujours le même débat en cas de match nul. En attendant, moi, ce dont je voudrais qu'on parle en attendant, c'est la compo qui a fait un petit peu parler parce qu'il y a eu du très bon, ou du très bon motif d'espoir du moins, et il y a eu du assez catastrophique. Et je sais, quand on va parler là de nos tops et flops respectifs, que dans le 11 de départ, toi, Sylvain, par exemple, il y a quelques petites nuances que tu aurais apportées à Laurent Batles. Bah, notamment, et je pense que c'est une nuance qui est globalement partagée, c'est le poste, l'occupation sur le terrain de Dylan Chambost. Voilà, moi c'est vrai que dans ce rôle-là, je trouve qu'il n'a pas les qualités requises pour jouer dans un rôle d'ailier et y apporter footballistiquement. Il est lent, c'est un joueur qui a besoin d'être dans les petits espaces, à la passe, à la création, mais en fait, il crée pas grand-chose quand il est sur ce côté-là, et je trouve qu'en plus, il est souvent en retard sur l'aspect défensif. C'est pas un joueur qui est très rapide, et du coup, ça a tendance à quand même pas mal mettre en difficulté son latéral. Donc voilà, ouais, si j'avais un bémol sur ce 11 de départ, ce serait Chambost. En revanche, j'ai trouvé le choix Fall culotté de la part de Batles. C'est Ah, difficile de juger son match parce qu'il a été très peu sollicité, mais je l'ai trouvé culotté et il s'est avéré brillant globalement, même si, encore une fois, le garçon n'a pas été très sollicité. Et voilà. Voilà, donc globalement, le onze avec les forces vives qu'on a actuellement, on peut pas faire beaucoup mieux. ouais. On reviendra sur le cas Fall juste après. Pierre, toi, ce 11, on voit que l'aile droite a souffert dans ce match. Est-ce que toi, tu restes dans les mêmes Ouais. grandes lignes sur le 11? Oui, bien sûr, je reste sur la même lignée que Sylvain. Moi, je validais le 11. J'étais satisfait de voir que, alors j'ai rien contre lui personnellement, hein, mais j'étais satisfait de voir que Namri était sur le banc, parce que honnêtement, sur les derniers matchs, il m'avait semblé quand même plutôt light. Et j'ai pas non plus compris le choix de Laurent Batles de mettre Crasso sur le banc. Ouais. Alors je crois qu'on va en parler plus tard Oui. également. Mais voilà, j'aurais mis numériquement un Crasso à la place d'un Chambaud qui semble un peu perdu pour le moment. Mais voilà, sinon on a déjà vu des compositions bien pires et globalement, 1 heure avant le match, quand j'ai vu la composition, je me suis dit bon, on va pouvoir éventuellement faire quelque chose sur ce match. Ouais, on va faire du cas par cas. Karl, je vois que le chat aborde un peu les cas individuels. Je te laisse me noter tout ça. On va commencer, nous, à parler de Fall. Les gars, vous en avez tous les deux parlé. Fall, c'était un peu inattendu, la mise à l'écart de Dreyer juste avant au moment du groupe. Et on s'attendait tous, on savait pas trop si on allait revoir Green, que Batles avait l'air d'avoir un peu placardisé, ou si on allait voir un troisième gardien cette saison. Et finalement, Quatrième, quatrième même, c'est vrai qu'il y a eu, avec Ravert, ouais. il y a eu Ravert qui a fait une entrée. Euh, et du coup, les gars, est-ce que vous avez été convaincus? C'est difficile de l'être parce qu'il n'a pas eu énormément de boulot non plus, mais est-ce que c'est une expérience que vous renouvelleriez ou est-ce que bon, c'est bien pour dépanner, mais il faut quand même passer à autre chose, quoi. Vas-y, Moi, je Pierre. pense que Vas-y, c'est Sylvain. bien. Vas-y. Pardon, Pas excuse-moi. de problème, pas Vraiment, de je problème. pense que
Ça peut être bien, après, faut pas que ça soit la seule solution. Aujourd'hui, le rôle de gardien doit être une priorité au sein du mercato. Voilà, il faut qu'on recrute un gardien numéro un, quelqu'un sur lequel on peut compter, quelqu'un sur lequel on affirme haut et fort que c'est le numéro un, que c'est lui qui jouera si la situation, quelle que soit la situation. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a trois gardiens maintenant. On peut considérer qu'on a trois gardiens Mais et qu'à tour de rôle, on ne sait pas qui est-ce qui va jouer. Peut-être que c'est Dreyer, peut-être que c'est Green. Finalement, maintenant, peut-être que il y a même Fall qui est rentré ouais, ça dans n'arrive le. quasiment jamais dans le milieu professionnel. C'est le seul Voilà, poste qui a vraiment une hiérarchie, normalement. et puis qui demande une certaine confiance, qui demande une Mm. certaine confiance à la fois de la part du joueur pour qu'il performe, mais surtout de la part de ses Oui. coéquipiers qui veulent avoir une certaine confiance et qui veulent globalement avoir des automatismes et voilà, une continuité par rapport à ça. Et actuellement, c'est quelque chose qu'on fait pas. On fait pas pourquoi? Parce qu'on n'a pas de gardien qui nous donne satisfaction. Aujourd'hui, Et Fall, on peut considérer que c'est une solution à long terme dans la mesure où on l'a vu un match où il a été très peu sollicité. Et c'est difficile de se projeter vraiment. Par contre, je tiens à dire que je pense sincèrement qu'en numéro 2 avec un numéro un qui sera costaud, Fall peut être la solution. Parce que je pense qu'aujourd'hui, Green a besoin d'un nouveau challenge pour oui, relancer sa carrière. Parce qu'à Saint-Etienne, il a la tête qui est complètement à l'envers. ça semble acté, Et oui. je crois que pour Mathieu Dreyer, Batles reste flou sur la situation, mais il semblerait que ça dépasse le cadre sportif, Oui. bien que sur le plan sportif ce soit pas extraordinaire, mais il semblerait même qu'il y ait des soucis sur le cadre extrasportif. Donc en fait, finalement, quand tu fais l'état des choses, il faudrait un gardien qui arrive, et pourquoi pas, enfin, et à mon avis, Fall en numéro 2. Voilà. Ok, ouais, ça se tient. C'est dommage quand même d'avoir alloué une enveloppe pour Dreyer cet été pour qu'au final ça ne convienne pas et qu'on cherche un autre gardien d'expérience. Pierre, t'es d'accord avec ça Dreyer Ouais, au placard, Green qui s'en va et un renfort pour mettre Fall en deux. tout à fait. Effectivement, on peut parler de la gestion des gardiens qui est assez désastreuse pour pas employer d'autres mots. Mais moi, quand j'ai vu que dans le groupe, il y avait deux gardiens, donc c'était Green, Fall et que Dreyer était écarté, j'étais persuadé que Fall serait titulaire. Ouais. Parce que je pense que Batles a déjà blacklisté dans sa tête Green, donc j'étais persuadé que ça serait Fall. Mm. Deux petits mots sur son match. Moi aussi, j'ai aimé son match. Alors bien sûr, il a presque pas été sollicité. Juste une frappe dans les arrêts de jeu qui est sur lui, donc heureusement qu'il l'arrête. Mais j'ai trouvé qu'il avait dégagé une certaine sérénité. Il n'a pas fait paniquer la défense. Donc, moi, je lui mets plutôt une bonne note, un 5, il mérite son 5 sur 10, je trouve. Et sachant qu'il est aussi à deux doigts d'arrêter un penalty, il est parti du bon côté. Voilà, donc c'était une première encourageante. Bien sûr, ça demande confirmation. Et je suis assez d'accord avec Sylvain. Je pense que, alors il le connaît mieux que moi, Sylvain, il l'a vu jouer avec les jeunes, mais je pense qu'en numéro 2 ça peut être une alternative crédible, je pense. Et puis tu vois, moi je trouve que si tu te projettes un peu plus loin sur un profil en termes de potentiel concernant Bouba Fall, bah t'as quand même un mec qui fait quasiment 2 mètres. Vous avez vu dans les airs, quand il s'agit de sortir, il se défile pas, hein. Ouais. L'œil de Briançon peut en témoigner. Je trouve aussi que quand il a une envergure qui est quand même assez imposante, il va prendre de la place dans ses cages. Vous avez vu sur le dernier arrêt, c'est quelqu'un qui est capable d'aller vite au sol aussi, Ouais. malgré sa grande taille. Il a un profil vraiment pour moi qui peut être intéressant et qui peut amener à jouer au haut niveau. Maintenant, il a des vrais sauts de concentration. Vous avez vu notamment son dégagement où il tire dans la tête de l'attaquant, là où ça peut vraiment être préjudiciable des fois. Mais si gomme ça, il a un profil en termes de capacité pour se projeter, je trouve qu'il est vraiment intéressant, moi. C'est pas totalement inintéressant, en effet. Fall. Il y a eu allez, deux autres gros points sur la compo, on va en parler tout de suite. Mais Karl, est-ce que le cas Boubafal a fait bataille dans le chat? Alors, il y a El Cato qui nous a dit, enfin, il y a quelques minutes déjà, que Fall n'avait pas de pied. Il a trouvé ça, en tout cas. J'ai vu un autre commentaire qui disait que, à l'heure actuelle, Fall était bien meilleur que Green et Dreyer. C'est Joss TV qui nous dit ça. Piazza Le Breton qui nous dit c'est bien Fall, mais il faut impérativement un gardien plus expérimenté de toute urgence. Et
après il y a évidemment Josh Randall qui est arrivé faire le bordel dans le chat. Donc voilà. C'est un gardien expérimenté, Joss, qu'on cherche pas quelqu'un d'expérimenté de personnage tout court. Il connaît peut-être quelqu'un, tu connais peut-être quelqu'un dans ton EHPAD, Joss, qui a des restes, des bons restes. Les gars, il y a eu tu l'as dit, Briançon a subi quelque peu le cafale, mais ça, ce qui fait qu'il est sorti, et il y a eu une entrée. Alors là, Karl va être heureux en tant que président du fan club de Seydou Sow, mais Seydou Sow est rentré, et de l'avis de tout le monde, du mien aussi, il a été plutôt convaincant. La charnière avec Nadé a été plutôt convaincante. Est-ce que on peut, ça y est, remettre Seydou Sow dans la balance de la rotation, ou est-ce que son départ, qui était un peu dans les pourparlers récemment, est toujours d'actualité, Pierre? Alors, bien sûr, moi, Sow, je le mets même jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'une recrue arrive. Moi, Sow, je le mets titulaire en compagnie de son compère Briançon. Il a fait une très bonne rentrée, il a été propre, il a été appliqué. Et pour moi, Sow, c'est vraiment mon top du match. Alors pareil, hein, on va pas s'enflammer, mais la gestion de ce joueur pose question. Ouais. Alors oui, on ne sait pas tout ce qui se passe en interne, on ne sait pas tout ce qui se passe à l'entraînement, mais franchement, quand on voit les prestations de Giraudon ou de Nadé, on se demande vraiment pourquoi ce joueur il n'a pas eu sa chance plus souvent. Voilà, et dernière chose, j'espère vraiment qu'on va réfléchir à deux fois avant de le prêter au Havre. J'espère qu'on va bien réfléchir. T'as raison. Mais je pense que t'as dit le plus gros, et je pense que Sylvain va confirmer ça, mais c'est plus, à mon avis, extra sportif que sportif. Sur le cas Seydou Sow, Sylvain. Je sais pas si c'est plus extra sportif que sportif. C'est dans la mentalité, en tout cas. Ouais, mais ça encore une fois, C'est ce qui se dit. c'est ce qu'on veut nous faire croire et c'est ce qu'on nous raconte C'est ça. pour faire passer certaines pilules. Moi, je crois tout simplement que Laurent Batles n'aime pas Seydou Sow, n'aime pas le profil de joueur de Seydou Sow, pas l'homme, hein, il n'aime pas le profil de joueur qu'est Seydou Sow. Lui, il préfère des joueurs un peu plus fins, un peu plus élégants, un peu moins rustres. Mais, euh, mais force est de constater que même en le mettant au placard, même en lui mettant de nombreux mots sur le dos, alors qu'il a joué que 138 minutes, hein, depuis le début Ouais. de saison avant ce match-là, C'est donc vrai. on est quand même en train de lui mettre de grands problèmes de la SSE sur le dos, Ça reste quand alors même que le un garçon, des il a joué meilleurs. un match et demi. Il a joué un match et demi et force est de constater que son entrée face à Caen, le talent footballistique, il l'a. Il l'a. Donc voilà, moi ça pose question des fois sur l'analyse des joueurs et sur l'analyse des potentiels des joueurs et Je, la façon de se projeter avec eux. Voilà. tu as dit que Batles préférait des défenseurs plus élégants et fins. Évidemment, ça n'a pas échappé à Robinho et à Jérémy Magic qui ont cité les noms de Nadé et Bakayoko. C'est vrai que c'est pas la finesse, c'est le. Alors si vous voulez Euh, mon avis, je suis pas sûr qu'il soit beaucoup plus fan de Nadé et de Bakayoko, mais ça n'engage encore une fois que moi. Je pensais plutôt à des profils Ouais. type et Kevin, Giraudon, type voilà, Ouais, oui, bien. Kevin, des, moi des garçons qui. je pense vraiment que Sow, il a payé très cher l'erreur qu'il fait à Valenciennes. Je sais pas si vous vous rappelez, dans les arrêts de jeu, il glisse dans la surface, donc il provoque un penalty et on perd 2 points comme ça, bêtement, vraiment bêtement à Valenciennes. Et je pense qu'il a vraiment payé très cher cette C'est erreur. possible. Mais ce qui est un peu injuste, c'est que des erreurs, tous nos défenseurs en ont fait beaucoup. Et Sylvain, tu dis que Batles aime pas beaucoup plus Nadé, mais il a quand même eu beaucoup plus sa chance, Nadé, et il n'a pas forcément convaincu. Donc moi, je pense que... ouais, je comprends pas Toi, tu trouves, Pierrot, tu trouves que Nadé, il est moins convaincant que Giraudon, par exemple? Giraudon, c'est quand même compliqué, hein. J'ai du mal à répondre à cette question, mais je Et dirais tu penses que qu'effectivement, Giraudon, Nadé est moins c'est vraiment convaincant que notre point Petro? faible. Pardon? Et concernant Petro, le comparatif entre Nadé et Petro, tu le placerais comment? Tu Bah trouves qu'il moi, est moins en convaincant tant que Nadé que Petro? en tant que défenseur central, sur la première partie de saison, j'ai du mal à répondre, mais Petro, en tant que latéral gauche, depuis qu'il a été repositionné, je trouve on va dire, il est un petit peu plus correct. Donc voilà mon avis.
Ouais, après, ça n'empêche pas le club de chercher un arrière-gauche, quoi. Donc, Ah, ça Ouais. veut quand même dire ce que ça veut dire, hein. Ne mangeons pas le pain de Clément qui va venir nous parler du mercato tout à l'heure. Il a des grandes nouvelles à ce sujet-là. J'aimerais qu'on parle, avant de parler de l'aspect comptable du match, quand même la ligne d'attaque. On a parlé de la médiocrité de Chambos et Cafaro sur les ailes. Je vais vous afficher, j'en ai parlé un peu en off tout à l'heure, mais je vais vous afficher le nombre de ballons touchés dans ce match pour parler du cas Charbonnier et de la non-titularisation de Crasso, qui, on rappelle, je ne sais pas si c'est toujours le cas après ce match-là, mais était le meilleur buteur de Ligue 2 pendant un moment quand même. Meilleur buteur du club, ça c'est pas difficile. Et on voit que Charbonnier a touché très 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 peu de ballons. Alors vous me direz, il en a suffi d'un. Mais est-ce que vous avez été convaincu par Charbonnier dans un premier temps tout seul, avec les deux acolytes sur les côtés, ou est-ce que vous avez été plus convaincu par la fin de match où Crasso est venu un peu pivoter autour de lui et se servir de lui comme un point d'appui? Sylvain, j'ai vu que Game Prospect avait tweeté là-dessus, sur le fait qu'on arrivait du mal à trouver nos attaquants dans les positions adéquates, ce qui confirme le nombre de ballons touchés. Est-ce que toi, tu en as pensé quelque chose de plus précis? Bah, j'ai en tête notamment plusieurs situations où Cafaro s'échappe sur son côté. Il a quand même créé des choses sur son côté, mais malheureusement, à chaque fois, le centre, il finissait dans les gants du gardien ou bien derrière le but. Donc, il y a quand même une forme de frustration par rapport à ça, parce que maintenant, aujourd'hui, t'as un joueur de surface que tu sais que si tu le trouves dans la surface et que le ballon lui arrive dessus, t'as quasiment une chance sur deux que ça fasse but. Voilà. C'est un garçon qui est extrêmement adroit, c'est un garçon qui ne demande que ça, d'avoir des ballons dans la surface et d'être en mesure de faire trembler les filets. Et aujourd'hui, enfin, la frustration de ce match, et j'en veux à Cafaro pour ça, parce que voilà, c'était quand même un joueur professionnel et il doit avoir au moins 3 ou 4 situations de centre où il met le ballon, en tout cas pas dans la bonne zone, c'est certain. C'est dommage parce que c'est des situations sur lesquelles on doit être plus juste et sur lesquelles on va créer énormément de dangers parce que maintenant, avec la présence de Charbonnier, que ce soit par sa taille ou par l'aura qu'il a de buteur, parce qu'il attire des défenseurs, hein, par Ouais. l'aura de buteur, on aura vraiment dans cette surface une crainte plus importante de la part de nos adversaires en fait. Ouais. Pierre, tu es d'accord avec cette analyse-là? Tu mettrais Charbonnier plus en pivot pour faire profiter les autres éléments offensifs? Ouais, bien sûr. Moi, tu parlais de Crasso. Moi, j'associerais les deux, Charbonnier et Crasso. Sur le match de vendredi face à Caen, Charbonnier, il a été décisif. C'est très bien parce que c'est ce qu'on lui demande, hein. Il met un vrai but de numéro 9. Il est bien placé et il laisse aucune chance à Mandrea. Ouais. Donc je suis sûr qu'il nous fera un grand bien et qu'il marquera beaucoup de buts. Après, comme on l'a vu dans les stats, c'est vrai que pour moi il a été discret quand même Ouais. lors de ce match. Mais bon, ce qu'on lui demande c'est de marquer. Il l'a fait, il a été décisif. Et un petit mot sur Crasso. Certes, il est peut-être un petit peu moins efficace qu'en début de saison. Certes, on peut peut-être douter d'un peu de son implication vu qu'il est en fin de contrat en juin. Il peut paraître certaines fois un petit peu nonchalant, mais je le trouve toujours au-dessus du lot techniquement. Donc pour moi, j'aimerais beaucoup voir l'association Crasso-Charbonnier sur plus que 30 minutes, hein. Oui, puis de toute façon, c'est Crasso qui l'a dit en interview qu'il n'était pas contre l'idée de jouer à deux attaquants. Puis de toute façon, Charbonnier, de Bien mémoire, sûr, a l'habitude de jouer moi avec effectivement, deux attaquants, quoi. Donc, effectivement, Charbonnier, je le mettrais en 9 et un peu plus bas qui décroche. Crasso, pour moi, il est toujours au-dessus du lot. Et c'est pour ça, j'ai pas compris pourquoi il n'était pas dans le 11 titulaire. On a besoin de Crasso, à mon avis. mais Chambost a un Oui, je suis totem d'accord avec toi. d'immunité. Chambost a un totem d'immunité assez imperturbable d'un point de vue de Laurent Blattles. Dans le chat, Karl, est-ce que sur le cas Seydouso, sur le cas de la ligne d'attaque, est-ce qu'il y a eu du nouveau? Pour revenir sur Seydouso, le chat est un peu sévère avec le joueur, avec le jeune joueur. Il y a Jérémy Magic nous dit So a-t-il enfin compris que footballeur est un métier? Hervé qui nous dit il a été propre, à 21 ans il serait temps.
Nico qui nous dit, on le sait, il a une mentalité de merde. Après, de l'autre côté, il y a Zach Ajaï qui nous dit, So mérite 100% sa place, mais son comportement n'est pas professionnel. Voilà. Et concernant la performance des offensives, je vais redescendre. Hop. Il y a Golo Balo qui nous dit Crasso à la place de Chambaud 1000 fois. Crasso a fait du bien. Nico Saint-Paul qui nous dit il y a un souci avec Crasso, il est tellement nonchalant qu'il gonfle. Et puis il nous dit Crasso n'est pas plus ailier droit que Chambaud. Crasso, j'ai pas vu grand chose, il a occupé l'espace. Voilà, bah écoute Sylvain, vas-y. Oui, c'est là. Ouais, je voulais juste couper pour votre information. Quand il est recruté à Épinal, il joue ailier droit, hein. Il a joué toute la saison couloir droit, hein. Et c'était Michael Biron qui a signé ensuite à Nancy dans la foulée de la Coupe de France qui jouait avant-centre. Oui. Donc il a déjà évolué en tant qu'ailier droit, Et puis- il jouait faux pied et il a cette capacité à éliminer. Alors après, est-ce que c'est une bonne idée? C'est pas une bonne idée, ça c'est un autre aspect. Mais par contre, il a déjà joué en tant que milieu droit. Et quand Voilà. il était à Épinal, c'était... Et puis c'est ça ou Pintor, donc au final, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Merci Et Karl. juste si je peux me Vas-y. permettre, Vas-y. si je peux me permettre une dernière chose, Bien sûr. ne buvez pas tout ce qu'on vous raconte sur Ah, sa bien sûr. mentalité, son état d'esprit à Monsieur Seydousso, s'il vous plaît. Arrêtez de croire et de prendre pour monnaie courante tout ce qu'on vous raconte. De toute façon, Il y a beaucoup de choses qui sont derrière ce dossier et dont les gens ne parlent pas, mais il y a beaucoup de choses qui font que les choses ne sont pas aussi simples qu'on peut le faire croire. Voilà, mais je voulais juste vous dire ça tu as raison. et c'est tout. Tu as raison de le préciser, et de toute façon, dans tous les cas, depuis 2 ans, ce que la SSS nous a appris, c'est que il faut jamais croire toutes les infos qui sortent sur les verts avant que ce soit confirmé par plusieurs sources, puisque il y a des infos contradictoires qui sont pour les intérêts des uns et des autres, donc il faut faire le tri. Messieurs, on va parler quand même Exactement. un point du comptable. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que pour vous, très brièvement, avant qu'on passe à l'instant chroniqueur de Pierrot, est-ce que c'est un bon point? Est-ce que ce qu'il faut retenir avant tout, c'est l'état d'esprit? Est-ce que ça serait pas, j'ai vu Ro qui est là dans le chat nous dire que la dernière action sur le but était peut-être le tournant de la saison avec le raté de Caen qui enchaîne derrière sur une autre action. Est-ce que ce match est dans les têtes, en tout cas, un pivot pour l'espoir de la fin de saison? Sylvain, tant que tu as la main. Écoute, à la 91e minute, si on m'avait dit on fait un point, j'aurais dit oui, 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 c'est un très bon point même. Donc voilà, c'est un très bon point. Après, si on prend du recul sur la prestation, c'est frustrant parce que globalement, je pense qu'au point on mène sur ce match, mais c'est le cas depuis, enfin ça a été le cas pendant plusieurs matchs cette saison. Maintenant, la vérité, c'est qu'il faut qu'on se serve de ce point. Il faut que ce point, ça soit un moyen de trouver une dynamique et un moteur pour les prochains matchs. Parce que les 2 prochains matchs que sont Laval et Niort contre 2 concurrents directs, voilà, c'est là, il faudra faire 6 points. Je pense que autre chose que 6 points, c'est catastrophique. Donc voilà, il faudra faire 6 points face à un Laval démuni avec beaucoup d'absents. Alors attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On a joué plein d'équipes démunies avec des absents, on les a pas battus. Donc ça sera pas une mince affaire, mais il faudra les battre. Et puis après, il y aura le match contre Niort, les deux équipes qui sont dans une zone de relégation. Donc voilà, il faut vraiment se projeter sur la suite. Je pense que ce point-là, il peut servir. Je sais pas si vous avez vu à la télé, mais quand Charbonnier marque, tout de suite, il dit aux autres, on garde ce point, on prend ce point, on lâche pas ce point. Il dit, si vous lisez sur ses lèvres, tout de suite quand il se replace dans le rond central. Donc il y a quand même cette volonté de stopper l'hémorragie et de se dire, voilà, on perd pas, on est revenu, il y a du positif à tirer de ça, et il n'y a pas eu toujours du positif à tirer de nos matchs, donc on va se servir de ça pour la suite. Non, mais t'as raison de souligner ça. C'est vrai que Charbonnet, c'est là qu'il va faire du bien aussi dans l'expérience de ce genre de bataille pour encadrer tout ce groupe qui a un peu perdu la tête au fil des mois. Et tu as raison de le préciser, les stats apparaissent à l'écran, encore une fois, malgré tout ce qu'on peut dire, et malgré les défaites, à chaque fois quasiment, on a la possession, on a le plus grand nombre de tirs, on a toutes les stats quasiment ou presque de notre côté, et ça marchait pas. Pour une fois, on ramène des points. Pierre, toi, tu es nourri de ce sentiment aussi de se dire que c'est ce match-là ou jamais qui peut servir de point d'ancrage à la remontée? J'en suis
pas persuadé, malheureusement. Ouais. Je pense que quoi qu'on fasse le prochain match, ce point pris sera quasiment anecdotique. C'est sûr que si on gagne le prochain match, on dira que ce point est bonifié, mais si on avait gagné à l'arraché, j'aurais répondu oui à la question. J'aurais dit que ça pouvait être un tournant de la saison, mais le fait d'arracher un point, je suis pas sûr que ce soit un tournant. Et encore une fois, je dirais pas qu'on s'enflamme, mais je vois beaucoup de commentaires positifs. Il faut pas oublier que cette équipe caennaise, elle était quand même assez, voire même très faible, et on jouait à la maison, donc. Je pense qu'il faut pas s'enflammer avec un point grappillé, même s'il a été grappillé dans les derniers instants. Eh bien écoute, l'avenir nous le dira, et j'espère que on aura tous tort, et que ça nous donnera vraiment une remontée J'espère, hein. spectaculaire. J'espère. Alors, je vais lui donner la parole, parce que c'est vrai qu'il a sorti des stats incroyables sur les scénarios où l'ASS pouvait se sauver la semaine dernière. Mais Karl, est-ce que le chat est d'accord sur le fait que ce match est peut-être un point d'espoir? Bah écoutez, il y a Céline qui mâche pas ses mots et qui dit c'est bien d'avoir rien lâché, mais c'est juste un point récupéré, c'est largement insuffisant pour rester en Ligue 2. Il faut beaucoup plus d'efforts et de concentration, de détermination, avoir l'envie de gagner, pas subir ou faire des cadeaux aux adversaires et jouer 90 minutes à fond, rester dans le match du début à la fin, il y a du boulot. Il y a Romain qui nous dit l'avenir le dira si c'est un tournant, et ça rejoint un peu ce que disait Nico au début de l'émission. En fait, ce match, on saura si c'était un match intéressant uniquement dans 2-3 matchs selon les résultats, et ça rejoint un peu ce que disait Pierrot aussi sur le fait de bonifier ce point ou pas. Il y a Globalo qui nous dit Laval et Niort, c'est nul comme nous. Franchement, si on prend pas 3 points, on est les chèvres ultimes de France. Il y a Elkato qui nous dit on devait prendre 4 points sur les 2 derniers matchs, on n'en prend qu'un. Voilà. Non mais c'est vrai, mais bon on était quand même sur 4, si je dis pas de bêtises, 4, voire 5 si on compte la Coupe de France, défaite de suite. Donc bon, c'est comme l'a dit Charbonnier en interview d'après-match, c'est pas plus mal d'avoir stoppé l'hémorragie. Et ça va nous faire du bien. En tout cas, il y en a un qui va nous parler de tout ça, surtout du classement, parce qu'on va faire un point classement tout de suite. On est à 6 points, malgré notre début de saison catastrophique, nous ne sommes que, je mets des grands guillemets, à 6 points de sortir de la zone de relégation, et ça a inspiré notre Pierrot, qui va nous en parler tout de suite. Vas-y Pierre. Alors, la SSE est depuis quelques semaines lancée dans une opération commando qui a un seul et unique objectif, c'est se maintenir en Ligue 2. Donc ce nouvel objectif, peu de nous y auraient cru encore cet été. On pensait plus jouer les premiers rôles et la montée. Pour les plus optimistes, et d'autres prévoyaient plutôt le milieu de tableau, mais personne ne prévoyait un objectif maintien. Donc à l'heure actuelle, 6 points nous séparent de cet objectif vital qui est le maintien. Alors 6 points, ça peut vraiment paraître effrayant, surtout à l'allure à laquelle on avance. Et sachant qu'on a gagné seulement 3 matchs depuis le début de la saison, donc la mission s'annonce très très compliquée. Ce qui est certain, c'est que si on continue sur ce rythme actuel, j'apprends rien à personne, on sera en national la saison prochaine, voire même un peu plus bas. Donc j'ai fait un petit calcul pour mettre tout ça en relief. Depuis le début de saison, on prend 0,88 points par match. Donc, pour votre information, si on continuait à ce rythme, en fin de saison, on aurait 30 ou 31 points. Autant dire que ça serait très très insuffisant pour la mission maintien. Donc là, je viens de vous sortir la vision pessimiste. Heureusement, il y a aussi une vision optimiste. En effet, dans le football, tout peut aller très vite. Pour preuve, alors je vous laisserai vérifier, hein, mais je l'ai fait de mon côté. J'ai repris le classement de la Ligue 2 à la 5e journée. Et à la 5e journée, on avait 0 points. Vu qu'on partait dans le négatif, à la 5e journée, on avait 0 points. Et le premier non relégable, Niort, avait 6 points. Donc on avait 6 points de retard sur le premier non relégable, soit exactement comme aujourd'hui. 3 matchs plus tard,
donc de la 6e journée de Ligue 2 à la 8e journée. On a enchaîné 2 victoires, donc face à Bastia et face à Bordeaux, et on a fait un match nul à Pau. Donc cette mini-série, je dis bien c'est une mini-série, elle nous a permis de sortir de la zone de relégation. Donc je vous dis vraiment que dans le football, ça peut vraiment aller très très vite. Je vais prendre aussi l'exemple de l'an dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, en début d'année civile 2022, on était encore en Ligue 1 et on a gagné 3 matchs d'affilée. Donc pour information, on avait enchaîné 3 victoires consécutives face à Angers, Montpellier et Clermont. Et ça nous avait à nouveau remis en course dans la lutte à la relégation de Ligue 1. Donc tout ça pour vous dire que ce championnat de Ligue 2, il reste quand même plutôt serré. Donc faire une série rapidement nous assurerait quasiment de revenir à proximité des premiers non relégables. Le calendrier face à des mal classés et concurrents, donc en l'occurrence Laval et Niort, peut et surtout doit nous permettre de lancer cette série. Donc pour favoriser ce scénario optimiste, il faut vraiment que toutes les composantes du club tirent dans le même sens, que le coach sache remettre quelques-uns de ses choix en question et que le mercato soit ambitieux et également réussi. Voilà, donc tout ça pour vous dire que tout reste possible et qu'on doit vraiment tous croire ensemble, dur comme fer, à ce maintien en Ligue 2. Et oui, ce que tu es en train de nous dire, merci beaucoup Pierre, c'est que malgré notre piètre niveau et nos piètres performances, l'écart reste le même depuis le départ. Donc ça veut dire que ceux qui sont devant nous, ou avec nous dans le wagon de fin, sont tout aussi mauvais que nous. Donc, En fait, j'ai voulu dire que l'écart, en quelques mots, il est à la fois abyssal et à la fois en 3 matchs, il peut être comblé. c'est ça. Ce n'est comptablement que 2 victoires et un nul de différence avec nos camarades de Dijon. Donc, et comme l'a dit Sylvain tout à l'heure, le calendrier est très très important puisque avec Laval et Niort dans les 2 prochains matchs, c'est des concurrents totalement directs et ça va compter double, si je puis dire. Est-ce que Sylvain, toi, tu es d'accord avec ça, que cet écart-là, il paraît grand, mais tout est encore jouable. En fait, tout d'abord pour répondre à ta question, je suis 100% d'accord avec ça. Je suis 100% d'accord et je suis encore vraiment la partie où je suis vraiment d'accord avec lui, c'est que les 2 prochains matchs sont primordiaux. Primordiaux pourquoi? Parce que si tu fais 6 points, ça peut vraiment changer la phase de ta deuxième Ah partie de oui. saison. Ça peut même changer la phase de ton recrutement et se dire, bon, il y a des mecs peut-être qui hésitaient, qui se disaient, bah, c'est un gros bourbier, ça va être un exploit de se sauver. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'engager dans ce projet? Et que finalement, ils se disent, bon, 18 points à la fin de la phase aller, c'est peut-être 3 de retard sur les premières équipes qui sont pas relégables. C'est faisable. C'est faisable. Donc, ça peut changer le visage du mercato. Ça peut changer l'état d'esprit et la confiance qui va découler de ça. Donc voilà, vraiment, il faut que ces 2 prochains matchs, on soit en mesure de faire le boulot et qu'on puisse vraiment retrouver de l'élan. Parce que je suis convaincu que avec 3-4 touches, cet effectif pourrait faire mieux. Pourrait faire mieux. Je pense pas qu'on ait une équipe qui soit plus faible que ceux qui sont juste devant nous et qui sont relégables ou presque relégables. Voilà, je pense pas qu'on ait une équipe qui soit pire que Laval, que Niort, Je suis d'accord. que Annecy, que Ville, que Rodez. Voilà, je pense sincèrement qu'on est capable de finir devant ces équipes-là. Maintenant, la vérité, c'est le terrain. Et le terrain montre aujourd'hui qu'on n'en est pas capable. Donc à nous de faire le nécessaire pour ça. Je suis d'accord avec toi. On est mauvais, mais ils le sont au moins presque tout autant. Donc ça laisse motif d'espoir si jamais on arrive à relever la tête avec le mercato. Et je vois que Clem est arrivé, donc on va bientôt lui laisser la main. Mais je veux quand même l'avis du chat sur sur cette opération remontada et sur cet instant chroniqueur de Pierrot. Alors, écoute, il y a Nab Santé qui nous dit que c'est quand même honteux de voir cette réalité du classement. 12 mois après, nous sommes au bas fond de l'étage en dessous, pardon, qui aurait cru. Zakaja qui nous dit le maintien va être très 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 compliqué, donc pas d'optimisme. Il y a Hervé qui nous dit Pierrot fournit la corde et le tabouret, mais ça c'était avant la deuxième partie de son plaidoyer.
Moi, j'y crois dur comme verre. Zakajaï qui nous dit Pierrot, j'aimerais avoir les mêmes avis que toi. Jérémy Magique qui nous dit moi, je retiens de la chronique. Toutes les composantes du club doivent tirer dans le même sens. J'ai l'impression de revivre l'année dernière en pire. J'ai l'impression qu'on répète les mêmes choses à chaque débrief. On y croit plus, ça fait on y croit plus, ça fait pchit, pardon. Voilà, donc il y a des optimistes, des pessimistes, et je termine avec Nab Santé qui nous dit vous y croyez vraiment aux 6 points en 2 matchs, on en a 12 en une demi-saison, soyons réalistes. Voilà. Mais moi, j'ai envie de dire que si nous, supporters, nous n'y croyons pas, qui va y croire? Qui va y croire pour nous? Je veux dire, c'est quand même notre boulot numéro 1 en tant que supporter d'y croire. Le vert est la couleur de l'espoir, donc moi je m'accroche à ça. Mais c'est vrai, tu as raison Karl, et le chat a raison. En off avec Kun, souvent on se dit, on a l'impression de faire les mêmes émissions depuis un an, où on dit, est-ce que là ça va s'améliorer? Et finalement, pas du tout. Donc, bon. On espère que cette longue mauvaise série d'émissions où on dit toujours la même chose sur la possible remontada de la SS va s'arrêter, et que ça va enfin passer aux actes. Mais tout ça va peut-être passer par un recrutement XXL digne des plus grands clubs européens, tout du moins d'Europe de l'Est peut-être. C'est Clem qui va nous en parler. Comment ça va, Clem? Si on l'a, Clem. Salut à tous, les gars. Salut, Écoute, Clément. ça va. J'espère que vous allez bien aussi. Un peu d'espoir après ce match nul. Là, tu arrives avec là, tu vois, on a fini sur une touche d'optimisme, d'espoir, et là, tu viens avec des nouvelles mercato qui vont nous conforter dans tout ça, c'est ça? Ah, le but, ouais, en effet, c'est de vous redonner un peu d'espoir. Bon, hormis sur un dossier dont on a appris qu'il se compliquait un peu aujourd'hui. Mais le reste, voilà, ça nous laisse croire quand même qu'il y a moyen de faire mieux sur cette deuxième partie de saison. Eh bien, Clem, je te laisse la main. Dis-nous tout. Quel est ton premier dossier du soir? Et bah, le mercato est ouvert officiellement depuis hier. On a déjà Gaëtan Charbonnier qui a signé en tant que joker à la mi-décembre. Et bah, le premier dossier qu'on peut évoquer, et les chroniqueurs vont pouvoir donner leur avis, c'est le latéral nantais Apia. Sa signature était prévue pour ce lundi, après qu'il ait passé sa visite médicale vendredi dernier, le jour du match contre Caen. Donc voilà, c'est la première signature de ce mercato, et du coup la deuxième si on compte Gaëtan Charbonnier. Messieurs, je sais pas lequel d'entre vous est le plus au courant de ce qui se passe au FC Nantes, mais Apia, est-ce que c'est bonne pioche? Est-ce que c'est un renfort qui vous fait plaisir pour cette deuxième partie de saison? Sylvain, peut-être? Écoute, c'est un garçon qui jouait à Nantes, hein. C'est un garçon qui a toujours joué. C'est un garçon qui jouait même en Ligue Europa avec Nantes. C'est un garçon qui a fait le choix de ne pas jouer la double confrontation contre la Juventus pour venir nous aider dans la mission de maintien Ligue 2. Et Voilà. ça, c'est honorable, parce qu'il va passer de la Juventus Ouais. à Laval, ça va lui faire bizarre, hein. Et puis, je pense que nos latéraux sont vraiment en grande difficulté et qu'il va forcément amener une plus-value, ne serait-ce que par son expérience, mais aussi par les matchs qu'il a joués en première division et un petit peu en deuxième division. Donc, moi, je pense que l'apport, il est positif. Recruter ce genre de joueur en étant 20e de Ligue 2 avec 6 points de retard sur le premier non relégable, c'est quand même pas trop mal. Voilà. Apia, Donc, question bête, peut-être que les gens dans le chat se posent la question, plutôt à gauche, plutôt à droite? Il est hyper polyvalent, Apia. Son poste de prédilection, c'est latéral droit. Ok. Il peut jouer en tant que piston également, mais il peut également jouer dans l'axe et sur le côté gauche. Donc, c'est ce que j'avais rien à rajouter par rapport à ce que Sylvain a dit. Mais voilà, il a la polyvalence, il a l'expérience. Et j'ai même lu une interview d'un de ses éducateurs qui disait qu'il se blessait peu. Donc, ça, c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Donc moi aussi, je suis très satisfait de ton arrivée. Ce qui ressemble à tout comme une bonne pioche. Clément, tu peux nous confirmer que c'est un transfert définitif? Oui, définitif. Selon France Bleu, il y a quelques jours, on parlait d'un contrat de 2 ans et demi, juin 2025. Donc, Oui, peut-être à moins qu'il y ait eu un changement depuis. avec une clause, souvent quand il y a des opérations maintien, une clause si jamais on redescend. de toute Possible, façon, c'est un possible. garçon qui était en fin de contrat, les gars, hein. C'est un garçon qui était en fin de contrat en juin, hein, dans 6 mois. Donc, Donc oui, il s'il préfère vient le pour 6 lâcher mois, pour, il sera forcément. il préfère le Ouais, lâcher voilà. pour un petit peu plutôt que de devoir partir gratuitement.
Ok, eh ben, Exactement. écoute, ça ressemble à une bonne pioche, Clem, et je sais que tu as d'autres nouvelles à nous annoncer, donc vas-y. En effet, on va faire un petit récapitulatif du dossier Larsonneur, puisque c'est ce qui agite le mercato stéphanois ces derniers jours. Donc Larsonneur, c'est la priorité de la SSE. On a Valenciennes en face qui demande 2,5 à 3 millions d'euros environ. Le joueur appartient bien à Valenciennes, contrairement à ce qu'il a pu se dire, notamment à ce qu'a pu dire le président ce matin. Mais selon Mohamed Toubache, on a 50% du transfert qui reviendra à Brest, euh, son club précédent. Donc on a des négociations qui durent depuis un certain temps, le joueur qui est intéressé, mais une déclaration du président de Valenciennes ce matin qui vient un peu refroidir tout ça. Donc je cite, aujourd'hui Gauthier Larsonneur est à Valenciennes et même s'il n'a pas eu et même s'il y a eu des contacts, je ne pense pas que Saint-Étienne s'intéresse plus que ça à lui. Gauthier n'ira pas à Saint-Étienne et va rester à Valenciennes. Donc déclat qui fait suite à une offre d'environ 900 000 euros qui a été faite par la SSE, ce qui est évidemment insuffisant aux yeux de Valenciennes. Donc un dossier qui se complique mais qui n'est pas totalement mort selon nos informations car les discussions continuent, le contact n'est pas rompu. Pour ce qui concerne les plans B, les plans C, on a des noms comme Galon de Troyes ou encore Prior qui est parti du côté de la Grèce. Prior, une info qu'on avait sortie sur Peuple Vert il y a une semaine ou deux et qui fait bien partie de la liste pour les potentiels recours à Gauthier Larsonneur. Donc voilà pour ce qui concerne le gardien. Pierrot, je sais pas ce que t'en penses. On disait tout à l'heure que Fall ferait la pointe pendant peut-être quelques matchs, mais il semblerait que ça soit pas bouclé cette arrivée de gardien. Donc est-ce que Alors, on alors se- moi, ce que j'en pense, Vas-y. c'est que je serais ravi de voir arriver Larsonneur. Oui. Vraiment ravi, parce que c'est un bon gardien, mais pas à n'importe quel prix. J'ai vu, alors je sais plus sur quel média, mais on avait 3 millions d'euros pour recruter. Et si on met 2,5 millions sur l'Arseneur, ça m'embête un petit peu. Donc je préférerais peut-être qu'on se redirige vers un Gauthier Gallon qui avait fait une très bonne saison l'année dernière avec 3. Et vu qu'il est remplaçant cette saison, il serait sûrement un peu moins cher. Il est un petit peu plus vieux aussi que l'Arseneur. Donc j'espère on va pas perdre de temps. Si c'est l'Arseneur, c'est un dossier compliqué. Et j'espère qu'on activera le plan B qui, d'un point de vue sportif, est également de très bon niveau, à mon avis. Sylvain, on s'est foiré avec Dreyer, en partie, on va dire. On n'a pas le droit de se refoirer avec le nouveau dossier gardien qui semble urgent. Parmi les pistes évoquées, on est d'accord que toi aussi tu donnerais ta préférence à l'Arseneur. Je sais pas. J'avoue que Larsonneur, c'est un gardien que j'avais trouvé très bon à l'époque de Brest Ouais. en Ligue 2. Et puis, lorsque Brest est monté en Ligue 1, il a été fébrile et en difficulté. Voilà, il est mieux il est mieux depuis qu'il travaille avec Jérémy Janot à Valenciennes. Mais, euh, mais je pense qu'en qualité pure et en expérience pure, Gauthier Gallon sera meilleur. Ok. Le côté qui me dérange un peu, c'est que Gauthier Gallon, c'est encore un Troyen, c'est encore un C'est vrai. garçon que Laurent Batles a connu, c'est encore un garçon qui... voilà, s'il y a un côté qui me dérange dans ce dossier-là, c'est ça. Après, si vous voulez mon avis, si l'entraîneur a son mot à dire entre mettre 3 millions sur Gauthier Larsonneur ou 3 millions sur Gauthier Gallon, il va préférer un garçon qui connaît, qui a confiance en lui, Ouais, que lui, il a confiance en lui également. c'est normal. Donc voilà, je partage totalement l'avis de Pierrot qui dit que recruter un gardien c'est bien, mais pas à n'importe quel prix. Et j'irais même plus loin en disant que euh, les dirigeants ont tout intérêt à pas non plus, bien qu'ils veulent faire un mercato ambitieux et qu'ils le crient sur tous les toits, ils ont quand même intérêt à pas trop surpayer parce que l'envoler pendant 6 mois, ça serait bien, mais il faudra remettre des pépettes encore à mon avis en juillet prochain pour reconstruire encore un effectif qui va avoir le départ de Crasso, qui va avoir le départ de joueurs qui sont en fin de contrat. Donc voilà. Ouais. Bah, de toute façon, j'ai envie de te dire que d'un point de vue purement commercial, crier sur tous les toits que tu as besoin d'acheter, c'est le meilleur moyen de faire monter les prix. Donc d'un point de vue Exactement. stratégique, on n'est pas très bon déjà de base. Donc bon, c'est vrai que pour payer pas cher, on aurait peut-être dû s'abstenir de parler et faire ça en coulisses. Clem, est-ce que tu as d'autres choses que le point gardien?
le point mercato global, hein, on va faire. On avait parlé un peu des postes qu'on souhaitait renforcer avec Joss et Hervé la semaine dernière. Et là, on a une liste qui a été établie, semble-t-il, au vu de l'article du Progrès du 31. Ok. Donc, il y a plusieurs dossiers qui sont en cours du côté des arrivées. Déjà, on a 2 recrues supplémentaires, donc supplémentaires à Charbonnier et à Apia, qui sont souhaitées d'ici le 10 janvier et le match contre Laval. Un latéral gauche de métier et un gardien, comme je l'ai évoqué auparavant. Donc, ce sont les 2 priorités du board stéphanois. En ce qui concerne le latéral gauche, le club est à fond niveau discrétion pour que le nom ne filtre pas et que ça se finalise le plus rapidement possible. Mais c'est bien les 2 priorités, un latéral gauche et un gardien. En ce qui concerne les autres postes, on a un défenseur central qui est visé. Le nom de Pape Cissé était sorti. Pour l'instant, c'est assez compliqué. On va voir si ça arrive à se décanter. Et on a aussi éventuellement un milieu qui pourrait être recruté selon le rendement de ceux qui sont déjà présents, en sachant que mon conduit va bientôt revenir également. Et on peut ajouter que ça discute aussi pour un offensif polyvalent. Donc le club fera probablement pas 5 joueurs. Cependant, en fonction de ce qu'on voit en janvier, etc., il pourrait y avoir 3 à 4 joueurs qui arrivent. Et donc, je le répète, 2 recrues sont souhaitées avant la réception de Laval. Donc 2 recrues avant Laval, mais tout un tas d'autres qui sont ciblés d'ici la fin du mois de janvier, décidément. Mercato XXL. Les gars, on n'en a pas trop parlé tout à l'heure, et Clem vient de nous dire qu'il y avait potentiellement des cibles. Bon, sur le plan offensif, ça sans doute un petit peu. Le fait de doubler le deuxième latéral aussi, ou du moins de prendre un titulaire... Mercato XXL, ça les fait rire. De prendre un autre titulaire à gauche. Mais Clem nous dit aussi qu'on cherche au milieu, et de ce qu'on disait nous en off tout à l'heure avant l'émission, pourtant le milieu c'est à peu près le seul endroit où il y a des satisfactions, avec Lobry, Mouefek et Bouchouari. Sylvain, toi tu es d'accord avec toutes ces pistes? Tu penses qu'il faut quasiment une recrue par ligne, voire par poste, pour ce qui est au sein de la défense? Je pense qu'il faut un arrière gauche, Oui. déjà c'est certain, et un défenseur central, ça serait pas trop non plus, mais le problème aussi c'est qu'il va vite y avoir C'est embouteillage ça, en il faut termes faire de partir des nombre. gars. Si tu recrutes derrière, il faut faire partir des gars, quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a cet aspect-là. Et puis au milieu de terrain, je pense que c'est surtout une volonté d'avoir des profils différents. Malheureusement, Batles, il s'est un peu enfermé dans le joueur très technique, très football, qui manque peut-être un peu d'impact, comment dire, de muscle. Ouais. Donc voilà, s'il y avait un profil à faire, ce serait celui-là. Mais encore une fois, il faut quand même réfléchir en termes de nombre. Mouefek, Bouchouari, Lobry, Mon Conduit, Mouton. On peut peut-être ajouter Chambost aussi dans cette liste. Voilà, il faut réfléchir en termes d'alchimie et en termes de gestion d'effectifs parce qu'il ne pourra pas faire jouer tout le monde. Et pour moi, la priorité des priorités, c'est de trouver des ailiers. Moi, je ferais 2 ailiers, hein. Si ça tenait qu'à moi, je ferais 2 ailiers parce qu'il faut des mecs qui ont des jambes, qui sont capables de dribbler, d'éliminer, de centrer et de créer des choses. Aujourd'hui, on est trop faible sur les côtés, que ce soit Chambost ou Cafaro qui ont joué, mais quand c'est Pantor, quand c'est Wadji, c'est pareil. Et on est trop faible sur les côtés pour pouvoir créer des choses, dynamiter les latéraux adverses et mettre la pression sur le but adverse. Donc moi, si ça tenait qu'à moi, la priorité des priorités, c'est deux ailiers et un défenseur central. Ça, ou changer de dispositif pour plus avoir besoin de nourrir les ailes comme ça. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Pierre, tu es d'accord avec ça? Une recrue par ligne minimum, c'est pas du luxe? Totalement. Moi, je voulais. Enfin, ce que Sylvain a dit est très vrai. Il faut un ailier minimum, voire 2, parce que les seuls ailiers, enfin le seul ailier de métier qu'on a, parce qu'Afaro, il est plus axial à la base, mais le seul ailier de métier qu'on a, c'est Pintor, donc ça peut pas marcher. Et ça remet en question le mercato qui a été fait cet été. L'équipe, elle est un peu toute déséquilibrée. Donc pour moi, effectivement, un voire 2 ailiers, un vraiment minimum. Après, un 6 physique, c'est peut-être pas la priorité, effectivement, parce qu'en nombre, on a ce qu'il faut au milieu, mon conduit va revenir. Mais effectivement, un profil physique, ça serait pas du luxe. Et voilà, un défenseur central et un gardien, parce qu'on en revient toujours au même, on a la pire défense de Ligue 2, donc c'est bien que quelque chose pêche derrière.
Donc voilà, et pour le poste de latéral gauche, alors je vais peut-être un petit peu à contresens de tout ce qui a été dit et des priorités du board stéphanois, mais comme je le disais tout à l'heure, je trouve que Petro Il remonte la fait le pente. taf. Ouais, il remonte la pente un peu. Alors, est-ce que c'est... Alors, après, je me pose encore la question, est-ce que c'est une alternative crédible? Moi-même, j'en suis pas sûr. Mais voilà, je vais faire confiance aux dirigeants stéphanois et à Batles s'ils estiment qu'il manque quelqu'un. Et ben voilà. Attendons de voir quel profil sera coché. Si on veut un La Vas-y. question qu'on peut surtout se poser, c'est si Petro se pète, Il y a il qui? joue avec qui derrière, sachant que Avec Gabriel Gabi, Silva avec est à Gabi la cave. Silva, Gabi Silva qui est en civière toute l'année. Il C'est est blacklisté, Gabi Silva, il s'entraîne en CFA2, je crois, donc je pense qu'on peut oublier, ouais, effectivement. ouais. Bah, s'il Et cherche puis, un. et puis juste, Vas-y, Sylvain. juste, excuse-moi, je te coupe encore la parole, je suis désolé. Pas de problème. Mais juste pour rebondir, là, on voit à l'écran la composition qui a été affichée contre Caen. Donc, on a joué avec un arrière droit qui est un défenseur central, on a joué avec un arrière gauche qui est un défenseur central, on a joué avec un ailier droit qui est un 10 et un ailier gauche qui est un 10. Donc, en fait, on a joué avec que des joueurs axiaux. On a 11 joueurs et on n'a que un tronc. On Ouais, n'a pas de joueurs de côté. C'est quand c'est même, vrai. c'est quand même effroyable en termes de création d'effectifs et de déséquilibre d'effectifs. Moi, je trouve ça indécent. Et pour autant, quand tu regardes l'effectif dans sa globalité, bah, tu te dis, ouais, bah, j'aurais fait ça parce que c'est ce qu'on a dit au début de l'émission. On aurait fait ce 11-là, nous aussi. C'est ça. Donc, c'est quand Je même pense, gravissime sur les profils et les postes comme on a recruté, quoi. Sylvain, je pense que le problème, il vient de cet été où déjà, Batles, il voulait faire son système Avec trois avec défenseurs. des pistons, voilà, avec des pistons ailiers, et il n'a pas su sur quel pied danser, j'ai l'impression. Donc on s'est retrouvé avec un maçon qui est resté, mais qui voulait pas forcément rester. On a recruté des ailiers qui à la base ne sont pas faits pour jouer dans des rôles de piston. Ouais. Et tout ça a créé un déséquilibre Je, qui fait que maintenant, Hmm. on est bloqué et on est obligé de rectifier le tir au mercato. je pense que tu as raison. Il y a eu un problème de ciblage au départ. On a essayé d'adapter les joueurs au système que Batles voulait, alors qu'il aurait peut-être dû adapter son système aux joueurs qu'il avait en présence. Ça aurait peut-être évité des déconvenus. Et Clem, je suis obligé de vous couper les gars parce qu'il a une dernière info qui est tombée juste avant l'émission et il voulait nous en parler. Notamment sur Laurent Batles, on en parlait. Clem, dis-moi tout. Bah alors ouais, Laurent Batles qui est en danger sur un siège éjectable. Le Progrès nous apprend là voilà un article qui a dit à une grosseur qu'en cas que s'il n'y a pas 2 victoires contre Laval et contre Niort, donc les 2 prochains matchs face à des concurrents directs puisqu'ils ont 6 et 8 points d'avance il me semble. C'est ça. S'il n'y a pas 2 victoires, Laurent Batles est en grand danger et devrait être viré de son poste d'entraîneur. Voilà, c'est une info, le progrès. Rendons à César ce qui est à César. Qu'est-ce qu'on en pense? Je viendrai prendre les infos du chat là-dessus aussi. Donc, dites-nous ce que vous en pensez de cette info. Est-ce que si il n'y a pas 6 points qui tombent à la fin des 2 prochains matchs, on fait sauter Batles? Pierre, toi, tu penses que c'est là Ah, légitime bon, comme décision? je pense que c'est logique. Parce qu'en gros, on va juger un Laurent Batles à la fin des matchs allés. Donc dans l'hypothèse où on prendrait que 4 points, on, on finirait la phase aller à 16 points. Surtout contre Bon, des certes, concurrents il y a eu directs. Ouais, surtout contre des concurrents directs. voilà, certes, il y a eu les 3 points de retrait, mais effectivement, je pense que avoir aussi le contenu des matchs, mais je pense que globalement, ça serait une décision plutôt logique. Et pourtant, Dieu sait que voilà, moi j'étais hyper content que Batles vienne. Voilà, donc plutôt d'accord avec ça, même s'il faut aussi voir les scénarios et contenu des matchs. Ok. Sylvain, tu mets ma vie. Do or die pour Batles sur les 2 prochains matchs? Oui, c'est logique. Moi, j'avoue que vous avez peut-être vu un peu ce que je raconte ces derniers temps, mais moi, j'émets de plus en plus de doutes sur Batles, sur sa capacité à faire performer un groupe, Et à etc. s'adapter, ouais. Moi, aujourd'hui, ce qui me dérange beaucoup, c'est que pour moi, un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui prend un groupe et qui est capable d'en tirer le meilleur possible. Hmm. Or, l'impression que j'ai avec Laurent Batles, c'est qu'il va tirer le meilleur d'un groupe qu'il a choisi intégralement, où il a choisi tous les joueurs, où il a choisi tous les profils, et
c'est pas possible ça. Tu peux pas construire un groupe comme ça. Normalement, tu arrives dans un club, tu fais un état des lieux, tu vois les postes que tu as, les joueurs que tu as. Ouais. Tu travailles avec ces joueurs-là. Déjà, il a eu la chance d'avoir 10, 12 arrivées cet été. C'est quand C'est même énorme. extrêmement rare dans un club. C'est des joueurs qu'il a choisis lui, hein. La majorité ont même déjà joué sous ses ordres avant la Saint-Étienne. Donc moi aujourd'hui je trouve qu'on peut pas se satisfaire de ce que fait Laurent Batles. Quand bien, quelles que soient les situations, les scénarios, les je ne sais quoi, il y a des choses tu peux pas accepter d'avoir 12 points au bout de 17 journées quand tu es la Saint-Étienne en seconde division en étant un des meilleurs budgets du championnat. Je suis désolé, c'est inacceptable. C'est inacceptable de voir la gestion de certains joueurs et l'analyse des potentiels de certains joueurs, voilà, dont Seydou Sow. Alors on lui mettra sur le dos tout l'extra sportif, tous les problèmes du club, voilà, c'est pas Il n'est grave. pas le Il a fautif bon dos. de tout Ah le ouais, non, club. mais il a bon dos, Seydou Sow. Voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi j'ai des gros doutes sur sa capacité à faire performer un groupe. Euh, voilà. Et quand je vois, au-delà de tout ça, quand tu vois le langage corporel, Mm. les attitudes, le mec, il C'est vrai. crie, il est nerveux, C'est ça. il gère rien du tout, C'est ça. Et à l'inverse, en conférence de presse, il a l'air complètement abattu et dépassé. C'est Ouais, moi, il y a quand même des choses qui il y chagrine. a des Je suis signaux qui d'accord. sont pas positifs et qui inspirent pas à l'optimisme. Après, voilà, j'avoue que je commence à faire un petit peu comment dire, un blocage par rapport à ce côté négatif de Batles Ouais. et c'est peut-être moi aussi qui est dans l'abus, mais j'émets de plus en plus de sérieux doutes sur Laurent Batles. Eh bien écoute, on aura la réponse dans 2 matchs si l'info du progrès est vérifiée. Messieurs, on arrive au bout, on a même largement outrepassé notre droit de parole. Je tenais à vous remercier. Merci Clem de nous avoir apporté tes infos très importantes et très encourageantes sur le mercato des Verts. Ça, chacun en jugera. Merci Pierre, merci Sylvain de m'avoir accompagné encore une fois, c'était super. Merci à Merci à vous. vous d'avoir été aussi nombreux. Je À vais toi. donner la parole à Karl brièvement. Karl, est-ce que tu as l'info s'il y a un NCC la semaine prochaine, vu que le match est mardi? Sinon, tant pis. Les gens devront rester à l'affût. Karl, on a Voilà. perdu Karl. Non, aucune info, vous m'entendez pas? Non, bah on t'entendait pas, car je sais que t'étais déjà parti faire la sieste. T'étais déjà parti te faire ton 3e shampoing aux œufs pour ta chevelure dorée. Et je ne peux pas Salaud. je ne peux pas t'en vouloir. Écoutez, on n'a pas l'info pour la semaine prochaine, vu que le match est mardi. On attend que Keun décide s'il a envie de vous parler ou pas la semaine prochaine. En attendant, restez à l'affût. Merci de nous écouter sur la radio des Verts, sur Twitch et sur YouTube et en podcast. On vous souhaite une bonne semaine. Passez une bonne fin de soirée. Et en attendant, n'oubliez pas, allez les Verts, prenez soin de vous. Ciao. Salut. Salut à tous.